pour moi, le point fondamental, c'est le rapport à la souffrance. Vous n'y D'accord. échapperez pas. La sortie du confort, on pourrait Ouais. dire aussi. Oui. La sortie du oui, mais carrément la souffrance. Parce que tant qu'on cherche tant qu'on n'accepte pas cet aspect inévitable de l'existence, on va chercher des substituts. Et on peut aller chercher des substituts chez l'autre, qu'on va idéaliser, etc. Donc si on veut vraiment aimer l'autre en tant que tel, en tant que personne, il faut être capable d'aimer la déception. Ou pour le dire autrement, l'amour commence vraiment après la déception. En accusant l'autre sexe de l'intégralité des maux inhérents à nos modes de vie, nous retardons peut-être indéfiniment la possibilité d'une sortie de crise profitable à tous. La connaissance de la psychologie des sexes et de nos biais prévisibles ouvre la voie à un échange de bons procédés, pourvu que nous soyons capables de faire de nouveau confiance. Maxence Carsana, bonsoir. Bonsoir. Vous publiez Hommes-Femmes, sortir des idées toxiques, mémo pour la génération Z aux éditions Salvator. Vous êtes psychologue clinicien et c'est votre premier ouvrage. Pourquoi avez-vous écrit cela? Alors, en 3 points. Premièrement, parce que j'ai une grande sympathie pour cette génération dont nous faisons partie. Alors, je vais préciser, la génération Z, c'est ceux qui sont nés entre 1995 et 2010. Et vous êtes de quelle année? 97. Bravo. Et pour un peu plus de contexte, je viens d'une petite famille sans histoire du sud de la France, où il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut faire 30 à 40 minutes de trajet pour ne serait-ce que trouver un cinéma ou un hôpital. Et donc Internet est le principal outil pour accéder au monde, voire sociabiliser. Et donc j'ai pu en constater sur moi et mon entourage les effets dans le passage de la vie adulte. Deuxièmement, je trouve que le sujet concernant la génération Z prend un peu d'ampleur dans l'espace médiatique et il a tendance à être mélangé à tout un tas d'autres sujets comme la chute de la natalité, le recul du mariage, la polarisation des sexes. Et j'aimerais lutter un petit peu contre une tendance qui consisterait à dire que cette génération marque une rupture avec ce qui se passait précédemment et que nous avons vécu dans le meilleur des mondes. Et puis d'un coup arrive une génération de jeunes un peu malades, un peu bizarres, qu'on observe au microscope en se demandant qu'est-ce qui se passe. Je pense que cette génération, si effectivement elle a des problèmes, n'est que la conséquence d'un processus d'atomisation sociale qui dure depuis des décennies. Et troisième point, la manière dont le sujet est traité, forcément par des formations professionnelles, ne me convient pas forcément, parce que je ne suis psychologue et pas philosophe. Et donc pour moi, ce ne sont pas forcément les idées qui guident le monde, c'est les sentiments, les pulsions, les expériences individuelles. Et donc j'ai voulu ramener l'analyse de ces questions-là le plus possible auprès de la vie des gens. Oui, vous croisez sur votre divan des patients plutôt que des courants d'idées qui sont toujours complexes, contradictoires. Et alors, je précise en ouverture que votre ouvrage a été nominé dans les différents lauréats du prix du meilleur essai jeune de l'Incorrect, au sein duquel dont je suis membre du jury, mais il y a d'autres ouvrages de jeunes qui sont passés sur transmission. Il y a notamment également Étienne Alexandre Bourgard qui avait publié Anti-civilisation et Baptiste Detombe qui avait publié L'homme démantelé. Pour ceux qui voudraient voir leur transmission, je vous encourage vivement à aller voir. Et dans cet ouvrage, vous nous faites une sorte d'antidote à la guerre des sexes et une tentative d'éviter plus de malentendus qu'il n'en faut. On sait que dès la Genèse, dans la Bible, les choses commencent par un malentendu entre les sexes, histoire de montrer que nos différences irréductibles sont source de conflits, eux aussi irréductibles, mais il serait possible d'en avoir un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. On va parler, dans un second temps, de la question du féminisme et des problèmes que connaissent les jeunes femmes aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on commence par la question du masculinisme et par la question de la crise des jeunes hommes. Vous, dans votre ouvrage, vous rappelez un élément que je trouvais assez contre-intuitif aujourd'hui et contre-culturel, ou pas inattendu, disons, qui est que pour vous, la masculinité a toujours été en crise, et donc peut-on vraiment parler de crise quand la crise est constante? Pourquoi? Alors, parce que par définition, une crise est un moment précis dans le temps, une rupture par rapport à un état antérieur. Et effectivement, c'est Francis Dupuy-Derry que je cite, qui fait remarquer qu'effectivement, à travers l'histoire, on a toujours eu des discours de crise de la masculinité, que ce
ce soit tout et son contraire, en fait. La civilisation menacerait le rôle de l'homme, les crises économiques menaceraient le rôle de pourvoyeur de famille, etc., etc. Et pour moi, le seul moyen de résoudre ces contradictions, c'est de remarquer qu'en fait, le passage du garçon à l'homme demande... Il y a un écart beaucoup plus important entre l'homme normal et l'homme idéal qu'entre la femme normale et la femme idéale. Ça demande beaucoup plus de sacrifices, il y a beaucoup plus d'attentes sociétales à ce niveau-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, c'est que je pense que c'est la masculinité qui est beaucoup plus socialement construite que la féminité. Pourquoi Parce que tout simplement, il y a un différentiel de valeur qui est accordé socialement à la vie des hommes et des femmes. Lorsque le Titanic coule, ce sont les hommes qui restent sur le bateau, ce sont les hommes qui partent à la guerre, ce sont les hommes qui se chargent des tâches difficiles, tout simplement parce que, d'un point de vue évolutif, on a besoin de moins d'hommes pour pouvoir maintenir des naissances dans une population. Est-ce que la perte de chaque vie féminine est un drame? Celle d'un homme, sans aller pousser le cynisme à fond, pourrait être une statistique. Ouais. Et ça va jouer sur la socialisation dans l'enfance. Pour reprendre le comédien Chris Rock, qui sortait dans un spectacle, qui a trois types de personnes qui reçoivent spontanément de l'amour et de l'affection, sont les femmes, les enfants et les animaux de compagnie. Tandis que pour les hommes... Pour les hommes, tant qu'on est enfant, oui, mais arrive un moment donné dans votre vie où il faut grandir. Vous dites que le jeune homme, passé un certain stade, doit être reconnu pour ce qu'il fait et pas pour ce qu'il est. Et que ça peut être assez déroutant pour lui à ce moment-là de devoir se prouver au monde, de devoir accomplir des choses et ne pas avoir une sorte d'attention garantie un peu permanente. Ce qui n'est pas du misérabilisme, c'est absolument normal. Mais la particularité de cette génération, c'est que ce passage-là ne se fait plus, ou beaucoup plus difficilement, ou beaucoup plus tardivement. Avec, disons, la mort des rites de passage, la mort de l'engagement, en quelque sorte. Notamment, ce qui me frappe beaucoup, c'est la virtualisation de deux choses qui sont évidemment au cœur de la vie des jeunes hommes de tout temps. Un, l'aventure qui devient jeu vidéo. En fait, c'est l'aventure sans engagement. C'est plus vraiment de l'aventure. On peut mettre sur pause, on peut éteindre la partie, on ne prend pas de risque. Et qui ne prend pas de risque ne progresse pas vraiment, en tout cas n'est pas mis face au vertige du monde et aux défis de l'existence. Et deux, la conquête amoureuse via la question de la pornographie. Et dans les deux cas, c'est des ersatz qui ne remplacent pas vraiment la fonction, mais qui peuvent, un peu comme, je ne sais pas, la morphine qui permettrait d'éviter l'opération inévitable, permet à des jeunes hommes de s'imaginer qu'ils n'auraient pas à s'engager et à tenter ces choses-là, et donc à stagner et à ne pas progresser. Et vous, dans votre pratique clinicienne, vous devez croiser un certain nombre de ces profils-là fréquemment. Tout à fait. Et ce n'est pas tellement la prise de risque en tant que telle qui fait grandir, je pense, c'est l'assimilation de la souffrance qui vient avec la prise de risque. Vous pouvez prendre des risques à partir du moment où vous avez l'anesthésiant à disposition pour éviter d'avoir à faire face à toutes les phases de deuil normales de l'existence, vous ne progressez pas. Oui. Et ça, ce n'est pas valable que pour les hommes, c'est valable de manière générale. Énormément de personnes ne prennent pas le temps du deuil, ne prennent pas le temps de faire face à leur souffrance, d'écouter tout ce que leur souffrance a à dire, et ils vont tout de suite partir faire autre chose, essayer d'atténuer le plus possible le côté désagréable de la situation. Et vous avez, je pense que c'est quelque chose qui est assez général pour le coup, vous avez de plus en plus de personnes qui vieillissent, mais qui ne deviennent pas plus sages pour autant. Donc il y a cette cristallisation de ce phénomène chez les jeunes hommes, mais qui pour moi est le reflet d'un refus du passage du temps de manière générale. Mais qui vieillissent sans grandir, on pourrait dire. Exactement. Et vous avez une très belle phrase dans votre ouvrage où vous parlez de procrastination relationnelle. Que voulez-vous dire par ça? J'ai trouvé ça particulièrement lucide culturellement. C'est-à-dire que les hommes, aujourd'hui, ont une contradiction, enfin, cette contradiction a toujours été là, mais ils n'arrivent plus à la surmonter, entre je dois me prouver par l'action, je dois faire des choses, je dois me prouver au monde, mais en même temps, j'aimerais être aimé pour ce que je suis. Ce qui est un peu contradictoire, enfin, en tout cas dans l'esprit du jeune homme un peu expérimenté. Être aimé pour ce qu'on est, il ne devrait pas y avoir de coût. Ça devrait venir spontanément, comme on le fait avec un petit enfant. Et donc, ils vont s'engager dans cette voie de développer le rapport à l'action, mais en laissant de côté toute la partie développement émotionnel. Donc on se retrouve avec des hommes qui vont surinvestir l'action en gardant la maturité émotionnelle d'un enfant de 8 ans. Et le jour où, pour un deuil, un licenciement, une situation qui va venir briser cette identité basée sur l'action, eh bien, elle disparaît et ressurgit l'émotivité de l'enfant de 8 ans.
Et ça pose un grand problème, c'est que lorsque cette confiance dans l'action n'est plus là, ils vont régresser et ils vont attendre de l'autre qu'on le cajole comme quand ils étaient enfants. Donc ils ne vont pas prendre les devants dans leur relation, ils ne vont plus chercher à devenir ce rempart, ce contenant. Ils ne vont plus se sacrifier pour les autres. Il y a un vrai repli sur soi à ce moment-là. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Oui, et on voit beaucoup, moi quand vous avez parlé de procrastination relationnelle dans votre ouvrage, j'ai tout de suite pensé à des profils de jeunes hommes qui ne demandent pas en mariage celle qui est apparemment quand même de l'extérieur clairement fait pour eux, et qui restent dans cet entre-deux un peu confortable, ni mariés, ni séparés, mais quelque part entre les deux. D'ailleurs, on parle de situationship parfois, donc on est dans une sorte de situation commune. Il y a les couples libres, pareil, c'est une sorte de désengagement où on n'exige pas la fidélité de l'autre. Et il y a beaucoup comme ça d'éloges, une sorte de désengagement latent qui arrive en quelque sorte comme une sorte d'écho de la publicité ambiante sur garantie 100% sans engagement, annulez quand vous voulez. Et je trouve ça drôle d'ailleurs que ce soit dans un cadre où on parle de culture de l'annulation par rapport au wokisme. Il y avait un peu cette même idée de je peux annuler quand je veux, je peux quitter quand je veux, et je ne m'enferme jamais, je ne m'embourbe jamais dans une relation pour rester libre, entre guillemets, et ça me paraît vraiment au cœur de la psyché du jeune homme aujourd'hui. Parce que c'est une recherche de confort, globalement. Et ce que notre génération permet de mettre en évidence, c'est que le jeune homme moyen n'est pas un tyran qui n'attendrait que l'occasion d'exercer son pouvoir sur les autres. C'est plutôt un être passif, craintif, qui fera le minimum nécessaire pour obtenir ce qu'il veut. Et il lui faut soit une carotte suffisamment intéressante pour vraiment consentir au sacrifice, soit que le monde devienne lui mettre une gifle, que la réalité le pousse à l'action. Ouais. Ce qui d'ailleurs pousse une différence qu'on voit souvent dans la manière de gérer les ruptures, c'est que les hommes ne voient souvent pas venir la rupture. Parce qu'ils se disent, c'est super, ça fait 3 semaines qu'il ne se passe rien. Tout se passe bien. Elle ne me dit rien, je gère. Et puis en fait, 3 semaines après, ils comprennent qu'elle part et que c'est définitif. Et ils n'ont pas réalisé que s'il n'y avait plus d'engueulade, c'est qu'elle avait arrêté d'y croire de son côté. Elle avait arrêté d'y croire. Ouais. C'est plus qu'elle avait plus de problème, c'est qu'elle en parlait à quelqu'un d'autre. Ouais. Elle ne le voyait plus comme la possible source de solution à ses problèmes. Ouais. Et c'est à ce moment-là, souvent, qu'ils se réveillent douloureusement et qu'ils se disent « Ok, peut-être que je dois revoir ma copie. » Et vous dites d'ailleurs que, j'avais trouvé ça particulièrement intriguant, que le misogyne aujourd'hui, celui qui déteste vraiment profondément les femmes, était une sorte de sensible déçu, qui avait été puni, entre guillemets, d'avoir trop espéré et trop attendu de l'amour par le passé, ce qui est assez contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend habituellement. Pourquoi ? Parce qu'on est la première génération d'hommes à avoir eu cette illusion depuis l'enfance de tu vas pouvoir être aimé comme tu es. Sauf que normalement, dans le processus courant des choses, il y a quelque chose qui s'appelle le collège. Le garçon se rend compte que mamie lui a menti, il n'est pas le plus beau. Il ne suffit pas d'être gentil pour que ça marche. Et toutes ces tentatives, pour l'homme moyen, se solderont par des échecs. Rien de spectaculaire là-dessus. Sauf qu'en l'absence d'explication sur, en fait, il y a quand même un minimum de virilité attendue à développer, il va en tirer les mauvaises conclusions. Lui et ses comparses dans la même situation vont observer qui c'est qui s'en sort. Ils vont regarder les quelques hommes qui, à cet âge-là, peut-être commencent à être un peu plus en paix avec leur virilité, à avoir un relatif succès. Et ils vont en déduire, ah oui, c'est parce qu'ils les traitent mal que ça marche. C'est pas du tout parce que je ne suis pas assez beau ou assez viril, c'était ma gentillesse qui m'a coûté la relation, mais pas du tout. Il fallait qu'ils développent justement le rapport à l'action qui était en sommeil depuis leur enfance. Là, tout ce dont on a parlé, ça démontre une sorte de mal-être masculin, donc je ne sais pas s'il faut parler de crise, mais en tout cas une sorte de mal-être. À cette demande arrive une offre, à moins que ce ne soit l'inverse, vous nous direz, qui est ce que vous appelez dans votre ouvrage la manosphère, qui elle-même est un dérivé des pick-up artistes. Donc pareil, c'est des termes que je ne connaissais pas bien. Moi, ce que j'avais vu, en tout cas, c'était le phénomène Andrew Tate,
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de profil à la fois de développement personnel, un influenceur très connu qui a plus d'abonnés sur Twitter que notre président de la République, qui a un hashtag sur TikTok qui a fait je ne sais plus combien de millions de vues, qui était en 2023, je crois, le 3e terme le plus recherché sur Google. Donc vraiment un succès écrasant. Alors aussi parce qu'il est critiqué, mais en tout cas un phénomène culturel gigantesque. Et complotiste, proxénète, développement personnel, parfois chrétien orthodoxe, puis devient musulman et il alterne entre les religions. Tout le temps un peu torse nu, avec des lunettes de soleil, des cigares, donne des conseils musculation. Il vient capter comme ça 14 phénomènes un peu internet différents et de l'époque et les synthétiser. Pourquoi est-ce que ces phénomènes-là et la manosphère au sens plus large existent et en quoi répondent-ils à ce mal-être masculin croissant? Est-ce qu'ils y répondent en apportant des réponses ou est-ce qu'ils captent une souffrance qui viennent accentuer par la suite? Alors, je pense qu'ils captent principalement une souffrance. C'est une question d'offre et de demande. Sans rentrer dans l'historique de ces idées-là, ça c'est plutôt l'objet d'autres travaux. Moi, je m'intéresse plutôt aux sentiments qui amènent un jeune homme moyen à Être s'intéresser sensible à ces discours. Exactement. Ces discours-là, ils existent depuis les années 60. Il y a toute une généalogie qu'on pourrait faire jusqu'à ce niveau-là et qui, non sans ironie, émergent des premiers groupes de parole pour hommes qui se questionnaient suite à l'émergence du féminisme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, etc. etc. Et l'expérience a relativement mal tourné. Ils ont commencé à faire sécession parce que ça virait au concours de qui était la plus grande victime. Et puis Une sorte de ressentiment victimaire masculin. Exactement. Qui a donné petit à petit les mouvements pour les droits des hommes. Les pick-up artistes, c'est autre chose. C'est vraiment des hommes qui, dans leur coin, ont commencé à essayer de s'adapter aux nouvelles normes du marché relationnel. C'était avant que Tinder ne devienne vraiment le standard. Ce sont des hommes qui sont tout simplement se sont dit, bon, ok, aujourd'hui, être un bon mari ne suffit plus. La dépendance économique des femmes à nous est complètement réduite à zéro. Et donc, il faut à tout prix maintenant susciter le désir permanent, il faut faire vivre une expérience, il faut en maîtriser tous les rouages. Parce que si on ne maîtrise pas ça, c'est qu'une question de temps avant qu'on se fasse remplacer par un autre. Et là, entre tout un imaginaire autour des rapports de force et du fait d'avoir presque à tenir le conjoint par la laisse de son désir, parce qu'il n'y a plus la possibilité de croire qu'un serment sera respecté et qu'on restera ensemble sur le long terme. Donc les pick-up artistes, c'était plutôt quelle décennie Ça a commencé début des années 2000, vraiment dans des recoins un peu obscurs d'Internet, et ça a commencé à prendre vraiment avec le subreddit de Red Pill. Je crois que c'est début 2010. Et c'est eux qui ont un peu formé le bataillon des premiers théoriciens de là où s'abreuvent les différents coachs en séduction qu'on voit aujourd'hui. Et est-ce que vous associeriez une figure comme Alain Soral un peu à cette dimension-là où il y a beaucoup de conseils de drague, beaucoup axé là-dessus? Il encourageait par exemple le fait d'aller draguer les femmes enceintes, il avait plein de méthodes données. Est-ce que vous direz que c'est un peu la même logique, même galaxie En tout cas, c'est la même psychologie. Ouais. Dans la sphère française, c'est peut-être un des précurseurs à avoir un peu démocratisé ce genre de façon de voir. Il n'y a qu'à voir les passages dans C'est mon choix à l'époque qui sont typiques de cette mentalité. Et alors, ce que vous dites dans votre ouvrage, parce qu'on se pose forcément la question, il donne des conseils de séduction. Nous, on a beaucoup. Le public de transmission, c'est, j'ai les chiffres, un public de jeunes hommes. Ceux qui nous écoutent, je pense cyniquement, peuvent être en train de tendre l'oreille sur le mode de oui, mais est-ce que ça marche? Alors, du coup, est-ce que ça marche? Alors, il faudra peut-être détailler. Quel conseil? Oui. Mais la manière dont ils appréhendent les relations fonctionne sur un certain type de profil psychologique. Ça ne marche pas sur toutes les femmes et c'est plus une forme de prédation qui cherche à jouer explicitement sur les failles de schémas d'attachement un peu instables. Donc l'idée, c'est de rabaisser l'estime de soi de la femme, d'instaurer le rapport de force à l'avantage exclusif de l'homme, parce que, bien, selon eux, dès que le rapport s'équilibre ou s'inverse, ne serait-ce qu'un tout petit peu dans le couple, c'est qu'une question de temps avant qu'elle s'en aille, donc il faut maintenir une forme de dépendance. Donc c'est une stratégie agressive qui fonctionne dans des environnements taillés pour ça. Mais ils conseillent quoi, par exemple, dans leur façon de s'y prendre Alors, chose peut-être un peu étonnante, parce qu'on les caricature comme les tenants d'un patriarcat à l'ancienne, mais ils conseillent clairement d'être androgyne.
C'est-à-dire qu'il faut être physiquement le plus masculin possible, mais sur le plan de la manière de se comporter, il faut développer un côté un peu plus, selon eux, féminin. Être trop sérieux, dire trop la vérité, être trop fiable, pour eux, c'est quelque chose de masculin. Il faut souffler le chaud et le froid, dire quelque chose un jour et trahir sa parole le lendemain. Il faut être imprévisible pour instaurer le rapport de force. Ouais. Voilà, il faut que la vie soit un peu une série avec des rebondissements, parce que la routine n'est pas désirable selon eux. C'est impossible. C'est le début de la fin de la routine. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que là, ça relie à ce que vous dites ensuite dans l'ouvrage, qui est que là où ça ne marche vraiment pas, c'est dans la durée. C'est-à-dire que ça ne crée pas des couples stables, parce qu'un couple stable, notamment marié dans la durée, est obligé de savoir gérer la question de la routine. Elle peut être dangereuse, évidemment, mais la vie ne peut pas être une espèce de succession de feux d'artifice imprévisibles, sinon ça ne tient pas. Tout à fait. Mais c'est pas pensé pour à l'origine. Mm. Et les premiers pick-up artistes disent explicitement ça eux-mêmes. Il faut fuir le mariage, ça n'a aucun avenir. Le mariage est caduque pour eux, c'est un vestige du passé. Le but, c'est de s'adapter à l'environnement, des boîtes de nuit, des applications de rencontres. Le but, c'est d'essayer d'exploiter les failles psychologiques et d'estime de soi de l'autre, de façon à obtenir ce qu'ils veulent le plus vite possible, et puis de disparaître et passer avec une autre victime. Alors, essayons de passer en revue les différentes affirmations de cette manosphère au sens large et de trier le vrai du faux. Une accusation, parce que c'est formulé sous le ton de l'accusation qui revient souvent, c'est que les femmes seraient hypergames. Donc, qu'est-ce que l'hypergamie et est-ce que les femmes en sont? Alors, l'hypergamie, c'est un mot qui a vraiment changé de sens avec le temps. À la base, il s'agit simplement d'une question de statut social, c'est-à-dire que historiquement, et c'est un phénomène relativement universel, où les femmes préfèrent un conjoint d'un statut social équivalent ou supérieur. Inférieur, ça peut exister, mais c'est quand même bien plus rare. Voilà. Le problème, c'est que cette définition-là a été complètement détournée au fur et à mesure que la manosphère est devenue de plus en plus plaintive, de moins en moins centrée sur la performance et l'amélioration de soi, mais dans une forme de nouvelle justice sociale pour hommes. C'est que maintenant, dès qu'une femme affiche une préférence, eh bien, c'est une forme d'hypergamie. C'est-à-dire que si elle choisit un homme beau mais fauché, c'est de l'hypergamie. Si elle choisit un homme riche mais laid, c'est de l'hypergamie. Ouais. S'il est ni l'un ni l'autre mais qu'il est charismatique et drôle, c'est aussi de l'hypergamie. Quand on regarde les réseaux sociaux, on se rend compte que bon, okay, c'est tout sauf moi, quoi. Ouais. Oui, c'était un truc qu'avait dit la féministe conservatrice Mary Harrington au Royaume-Uni. C'est la façon pour elle de dédramatiser un peu les discours, disons, de néo-féminisme misandre ou revanchard d'un côté et des masculinistes de l'autre. C'était de traduire les femmes ou les hommes par mon ex. En fait, du coup, ça permet de resituer une perspective un peu universalisante dans une histoire amère, individuelle, et aussi de minorer un peu son ampleur et de remettre ces discours un peu dans leur niche. Alors, c'est des niches qui débordent, mais Ouais. ça reste des niches. Et la déviation du terme, pour moi, explique justement que pour ces hommes-là, le sentiment derrière le côté grand garçon, viril, ils vivent leur masculinité comme un fardeau. Le ton est vraiment plaintif. C'est Oui. mais pourquoi est-ce que je ne suis pas aimé sans démontrer aucune qualité valable? Je ne devrais pas avoir le mérite d'une certaine manière. Mais il n'y a pas grand-chose de moins séduisant qu'un homme constamment plaintif, quand même, pour commencer. Oui. Mais alors, dans les autres accusations de la manosphère, il y a également cette question qui a enflammé, je dirais, les réseaux sociaux depuis quelques années, américains puis français, dans la même ordre de chronologie, des mêmes dominos culturels qui semblent inéluctablement nous tomber dessus. C'est la question du body count. Alors, qu'est-ce que le body count? Pareil, est-ce que c'est une théorie qui a une base même partielle solide, ou est-ce que c'est un enfumage complet? Alors, on rentre dans le dur du sujet. Je reviens juste un tout petit peu sur la question précédente pour apporter une précision. Mais il y a une très bonne étude de Gregory Clark sur la mobilité sociale et le mariage qui va de la fin des années 1800 jusqu'à 2020. Incroyable. Qui capte quand même quelques décennies post-révolution sexuelle, où on voit les registres de mariage en Angleterre, et on compare le statut social donc, des femmes et de leur mari, et on le compare avec la famille de la mariée. Et ben, sur plus d'un siècle, alors avec toutes les différences de mode, de culture qu'il y a pu y avoir entre-temps, on n'observe pas de mouvement hypergame. Les femmes choisissent des hommes de leur milieu d'origine de manière écrasante. C'est-à-dire qu'en fait, les hommes en question ne sont pas en concurrence avec le top 10% d'autres hommes sur des applications de rencontres. Ils sont en réalité en concurrence avec le père de la mariée, avec le niveau social qu'elle a connu. Ses attentes à elle, en fait. Oui.
Sa norme de Sa référence. norme, exactement. Ce dans quoi elle a grandi. Elle rechignera à choisir plus bas que la norme qu'elle a connue, Ouais. sauf si l'homme en question démontre les qualités qui la séduisent et arrive à faire la trajectoire. On voit bien plus souvent le scénario se faire dans ce sens. Oui. Avoir un jeune homme qui fait une ascension et se marie plus haut, parce qu'il a prouvé des qualités. L'inverse est beaucoup moins vrai. Oui, On voit des hommes de bonne famille s'amuser avec des femmes en leur faisant miroiter un mariage, avant de se ranger avec une femme de leur rang, beaucoup plus commun dans un sens que dans l'autre. oui. Et d'ailleurs, pour continuer à nuancer, vous dites dans votre ouvrage que ce que les femmes sélectionnent quand on parle de statut social, c'est plutôt les ressources au sens très large, et même plus précisément, en anglais on pourrait dire resourceful, donc c'est qui a de la ressource, au sens capable de s'adapter aux événements, ce qui est en effet une bonne idée, comme critère de sélection, vu que la vie est imprévisible, choisissons quelqu'un qui sera capable d'affronter les événements avec moi et de nous sortir de pétrins divers et variés. Et même plus précisément, les femmes sélectionnent les critères associés à ceux qui sont capables de récupérer des ressources. Donc vous dites l'ambition, je ne sais plus quels sont les autres. Intelligence, oui. L'humour, l'extraversion, tout ce qui permet de coopérer, de monter une hiérarchie sociale. Et on pourrait ajouter aussi souvent la question de l'âge, où c'est très rare qu'elles épousent plus jeunes qu'elles. Oui. Souvent c'est même âge ou au-dessus. Oui. J'encourage ceux qui nous écoutent à faire le test dans leur entourage social. C'est très très rare de trouver une femme qui sort avec un homme plus jeune. Donc là, c'est un peu ça lié à la dimension ressources ou capacité à débrouillardise, peut-être. Et puis, il y a aussi un décalage de maturité dans la jeunesse qui fait que les femmes sont plus rapidement opérationnelles pour passer au stade d'après de leur Oui, vie, c'est vrai. alors que l'adolescence des hommes s'étend, généralement, elle s'étend de plus en plus tard, mais chez les hommes, c'est encore plus marqué. Oui, C'est une femme qui voudrait se marier aujourd'hui à 25 ans. Je lui souhaite bien du courage de trouver un homme de 25 ans qui est déjà opérationnel à tous les niveaux. bien sûr. Et là où le décalage, je trouve, est le plus frappant, dans le décalage de maturité, c'est un peu collège-lycée, où il y a des jeunes femmes qui sont déjà un peu structurées, un peu matures. Il y a encore, pour caricaturer les débiles du fond de la classe, qui font des blagues graveleuses et qui sont vraiment dans un décalage de maturité totale et qui souvent épuisent un peu les jeunes femmes qui ne les calculent même plus, quoi. Encore une fois, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Non, bien sûr. Mais la résolution tarde à venir. Bien sûr. Alors revenons du coup sur le body count que l'on ne parviendra pas à esquiver. Qu'est-ce que la théorie globalement du body count, d'où vient-elle et quelle est sa part ou non de validité et de véracité? Alors, il faut que je fasse un petit détour avant de pouvoir répondre à cette question. Tous les modèles sont faux, mais certains sont vrais. Certains sont utiles. Certains sont utiles, oui. Et donc, le modèle que j'utilise principalement pour traiter de toutes ces questions-là dans le livre, c'est la théorie des stratégies d'histoire de vie, qui est issue de la biologie évolutive, qui est très utilisée en psychologie évolutionniste, qui cherche à comprendre un petit peu comment nos traits de personnalité influencent notre rapport à la sociabilité, à l'amour, à la conquête de ressources, comment se faire sa place pour assurer derrière une relation et une famille. Et selon vos traits de personnalité, vous n'allez pas avoir la même approche des relations avec le sexe opposé. Donc je dois expliquer ce qu'est le Big Five. Le Big Five, c'est le test de personnalité standard utilisé dans la recherche en psychologie, qui permet de résumer à peu près toutes les configurations de personnalité en 5 grands traits, alors qui comportent quelques sous-dimensions. Les 5 grands traits sont la conscienciosité, donc à quel point est-ce qu'il y a une constance dans votre volonté, est-ce que vous êtes capable de planifier, de vous tenir à un programme, est-ce que vous êtes capable de planifier sur le long terme. L'agréabilité, qui ne veut pas du tout dire quelqu'un qu'on trouve sympathique dans une conversation, mais à quel point vous êtes dans la coopération, à quel point vous considérez les sentiments des autres en premier. Quelqu'un de trop agréable, par exemple, aura tendance à se faire marcher dessus, à vivre sous la domination du regard des autres, et quelqu'un de trop peu agréable aura tendance à aller directement... Est-ce que l'inverse de agréable, c'est conflictuel? Ça pourrait, oui, ouais. On pourrait le résumer comme ça. D'accord. Ce qui, par exemple, la conscienciosité est le trait de personnalité qui prédit le mieux la réussite professionnelle. Oui. Sans surprise, voilà, vous travaillez les besogneux, oui, bien sûr. Par contre, le trait de personnalité qui prédit le mieux l'ascension rapide dans une entreprise, c'est le fait d'être conflictuel. Ah, donc de ne pas se laisser marcher dessus. Et d'oser dire, bon, vous me payez plus ou je claque la porte. Alors qu'une personne qui est consciencieuse mais trop agréable, on va la laisser à sa place. Oui, elle est parfaitement rentable. Et bien sûr, il y a le cas d'école typique, c'est
la jeune femme très agreeable, Tout agréable, à fait. qui le vendredi soir à 17h30 a son patron qui vient lui dire ah, ça te dirait de bosser ce week-end moyennement rémunéré et elle n'osera pas dire non et elle se fera marcher dessus et on sortira peut-être un ressentiment, etc. Tandis que l'homme plus conflictuel aurait envoyé son patron balader à ce moment-là et sera par ailleurs sans doute désagréable au sens propre dans d'autres contextes, mais en tout cas ça illustre bien je trouve la distinction. Donc consciencieux sur le côté donc besogneux, capacité, persévérance de la volonté dans le temps, agréable ou conflictuel sur le deuxième axe. Quel est le troisième? Introversion, extraversion. D'accord. Donc ça, c'est déjà bien plus connu. Ce n'est pas est-ce qu'on est timide ou pas, est-ce qu'on aime bien le lien social ou pas, c'est comment est-ce qu'on gagne ou on perd de l'énergie. Quelqu'un d'introverti, même s'il adore les gens, même s'il peut tout à fait être vu comme un animal social, il va avoir besoin de passer pas mal de temps seul pour recharger les batteries, penser, etc. L'extraverti, c'est le contraire. Il recharge ses batteries en voyant des gens. Exactement. Et s'il reste trop longtemps seul, ça commence à décliner. Vient ensuite le névrosisme, qui n'a rien à voir avec les névroses chez Freud, c'est juste le terme consacré, qui indique à quel point on ressent fortement les émotions négatives. Les gens qui ont un niveau élevé dans cette dimension-là, ils ont une émotivité en dents de scie. Ils passent du rire aux larmes, c'est assez compliqué. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui d'ailleurs, je ne vais pas lancer un débat parallèle, mais qui se considèrent hypersensibles, peuvent parfois confondre avec cette dimension-là. Parce qu'il ne faut pas confondre l'émotivité, comment quantitativement je ressens les choses, et la sensibilité, qui est quelque chose d'un peu plus qualitatif. Voilà. Donc ça, c'est une sorte d'indice de stabilité mentale, dans le sens constance des humeurs. Ouais, ok. Il y a l'ouverture à l'expérience, qui montre à quel point est-ce que vous êtes quelqu'un de routinier, ou besoin de stimulation, que ce soit intellectuel, ou vous êtes juste quelqu'un de plutôt conventionnel qui aime bien sa petite routine, son cercle. Et les artistes à succès sont souvent très, disons, curieux, ouverts à l'expérience. Et particulièrement, et je vais ramener ça à une de mes marottes, qui sont les Beatles, mais quand on combine consciencieux et ouverture à l'expérience, ça fait des artistes qui ont en horreur le fait de pouvoir s'ennuyer un jour. Donc typiquement, quand ils maîtrisent parfaitement le rock'n'roll, faut faire autre chose, il faut trouver d'autres instruments, d'autres façons de jouer, et qui travaillent 10 heures par jour. Et ça donne les meilleurs résultats artistiques, parce qu'il y a à la fois la conscienciosité du travail, qu'on n'associe pas souvent aux artistes à tort, et l'ouverture à l'expérience, qui là, pour le coup, est plus classiquement associée aux artistes qui cherchent des nouvelles inspirations en permanence. Et un peu de névrosisme aussi. Ah, l'artiste névrosé là-dessus, il faut avoir un côté écorché vif. Sensibilité, comme on dit. Il faut avoir un message à transmettre, il faut avoir quelque chose à digérer et à sublimer. Intéressant. Donc si on est trop stable et trop heureux... On dit souvent que c'est le prix à payer des artistes. Oui. C'est un cliché, mais oui, ça c'est magnifique quand même. Et alors du coup, comment est-ce que ça relie? Déjà, j'encourage les gens à faire le test chez eux, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, et particulièrement aussi si vous avez un conjoint, ça permet d'anticiper de façon assez frappante les disputes à venir, parce que il y aura toujours un clash sur le rapport à l'ordre et au désordre, le rapport à la routine versus le changement. Ça permet d'anticiper les choses. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut éviter les conjoints sur lesquels vous aurez les 5 points radicalement opposés. Vous allez avoir du mal à vraiment vous entendre dans la durée. Et à l'inverse, si tous sont identiques, vous allez vous ennuyer. Il faut une sorte... il faudrait idéalement être similaire sur ce qui compte le plus et avoir juste assez de différence sur des choses un peu secondaires, histoire de pouvoir se chamailler un peu quand même. C'est une belle définition du mariage, qui a un chamaillage à deux jusqu'à l'éternité. Alors du coup, quel est le lien entre ça et la question du body count? Donc, en ce qui concerne ce que j'appelais les stratégies d'histoire de vie, c'est un pack de traits de personnalité. Alors je vais en parler comme 2 catégories, mais en réalité il s'agit de 2 pôles. La majorité des gens ont un profil intermédiaire, il y a une infinité de nuances entre les 2 choses que je vais décrire là. Mais il y a un type, une trajectoire développementale qui est adaptée aux environnements instables, imprévisibles. C'est pas à quel point la vie va être facile dans l'enfance ou difficile, c'est la prévisibilité de l'environnement qui compte. Ce sont des individus qui vont être en moyenne moins consciencieux, moins agréables, avec un névrosisme plus élevé. Donc, ils ont une forme de rapport à l'autre qui est brouillé par l'incertitude. Il y a un sentiment d'urgence, il faut chercher une forme de sécurité, mais qu'en même temps, une sécurité dans laquelle on n'arrive pas à croire. Donc ça crée une tendance
à avoir une puberté plus précoce. Parce que c'est pas, quand je dis psychologique, il faut comprendre que c'est un phénomène quasi physiologique. Oui, oui. Il y a un ensemble de traits qui vont avec ça. On va chercher l'union plus tôt, avec beaucoup plus de personnes. Non pas parce que c'est forcément des personnes qui ont un goût démesuré des aventures multiples, même si dans cette catégorie de personnes il y en a, c'est souvent parce que les unions sont instables. Donc comme ils n'ont pas les compétences et n'arrivent pas à repérer les répétitions, leurs relations en pâtissent, et donc ils vont vers quelqu'un, ça ne marche pas, ils se précipitent dans une autre relation, ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et on peut accumuler comme ça les cicatrices avec le temps. Mais d'un point de vue évolutif, c'est adaptatif. Parce que si on a l'impression d'être dans un environnement où on peut compter sur personne, mieux vaut ne pas trop s'investir, mieux vaut être un peu toujours dans le mouvement et pas baser trop nos espoirs sur le long terme. Par opposition, il y a la stratégie dite lente, qui est le contraire sur le plan de la personnalité, plus consciencieux, plus agréable, névrosisme plus bas. C'est un profil qui va avoir une puberté plus tardive, qui aura une sociosexualité plus restreinte. C'est des gens qui sont plus sélectifs, qui vont préférer plus facilement le célibat que d'avoir à mal choisir, qui vont, comme stratégie de défense, vont chercher plutôt le repli. Parce que les troubles mentaux ne se répartissent pas par hasard sur ce spectre-là. Tout ce qui concerne le repli, la protection, la maîtrise de l'environnement concerne plutôt le profil lent. Donc dépression, phobie spécifique, anorexie. Tandis que le profil rapide, ça va plutôt être des dépenses d'énergie brusques pour se sortir d'une situation inextricable. Donc on va retrouver plutôt les personnalités antisociales, le trouble borderline, les troubles psychotiques vont être un peu plus de ce côté-là, psychopathie, ce genre de choses-là. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on est tous situés sur le spectre, mais c'est pas parce que vous êtes à un endroit du spectre que vous avez forcément les maladies associées. Il y a un niveau de fonctionnement sain à chaque niveau du spectre. Mais quand il déraille d'une manière relativement prévisible. Et donc la façon dont la question du... vous le dites dans votre ouvrage, la façon dont la question du body count, donc qui est le nombre de partenaires qu'une personne a eu, et en général, vous faites remarquer que c'est toujours utilisé contre les femmes et jamais contre les hommes. Tout à fait. L'inquiétude implicite, si on voulait être généreux, derrière l'angoisse de cette question, c'est vais-je être avec quelqu'un qui ne me sera pas fidèle ou qui va me jeter comme un mouchoir usagé parce que si je suis son numéro 26 adoré ou son numéro, pour caricaturer, 8346 préféré, il y a une contradiction dans les termes. Il y a une incapacité à s'attacher, ou en tout cas c'est l'accusation qui est faite souvent. Oui, on a du mal à croire. On a du mal à croire le discours puisque les actes entre guillemets n'ont pas suivi, donc forcément il y a une confusion à ce niveau-là. Mais il y a effectivement un double standard permanent qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux avec les hommes qui expliquent qu'avec la métaphore qu'ils utilisent, c'est que une clé qui ouvre toutes les serrures est une très bonne clé et une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, voilà, c'est vraiment une métaphore délicieuse. Il faut expliquer qu'en gros, ce serait quelque chose de dommageable uniquement pour les femmes, alors que pour un homme, c'est tout à fait normal. Ouais. Et en réalité, c'est pas ce que montrent les études en psychologie là-dessus, c'est que pour le coup, ça concerne tout le monde, déjà. Et c'est pas associé au fait vraiment d'être un homme ou une femme, ça va dépendre du profil de stratégie d'histoire de vie. Si vous êtes un profil rapide, les accidents de la vie font que vous allez plutôt correspondre à cette description-là, mais ce n'est pas du tout vos aventures qui vont vous rendre moins fiable. C'est parce que vous avez une structure de personnalité avec une émotivité à fleur de peau qui rend la résolution de conflits plus difficile quand vous êtes avec quelqu'un et augmente les chances de rupture. Et donc, de fait, l'augmentation du nombre de relations passées. Mais il n'y a pas l'acte en lui-même ne change pas la biochimie du cerveau ou je ne sais quelle bêtise que j'ai pu lire. Et quand vous êtes un profil lent, le fait d'être consciencieux, agréable et névrosisme bas, ça fait qu'il y a moins de disputes, vous êtes un peu plus dans le dialogue. L'intelligence aussi joue énormément dans l'issue des relations. Donc de fait, vous vous retrouvez avec un body count inférieur à la moyenne, parce que pour vous, ça a juste marché rapidement, quoi. Oui. Et sauf qu'ils confondent le signal sous-jacent d'une stratégie d'histoire de vie avec les qualités associées. Et au même titre que toute chose égale par ailleurs, il y a un peu plus d'hommes avec un body count élevé à être
par ailleurs, a tendance plutôt psychopathique ou Tout à fait. instrumentale dans la relation avec les femmes. Le côté don Juan, souvent c'est un drapeau rouge, comme elles disent, Ouais. très important. Parce que c'est une stratégie masculine qui se rapproche du profil rapide. C'est une expression masculine d'un Mm. profil rapide. Mais sauf que la stratégie évolutive de l'homme, enfin, pas des hommes en général, mais c'est le double standard. C'est que Mm. comme il n'y a pas le coût de la grossesse associé, l'homme, entre guillemets, peut se permettre d'aller à droite à gauche, entre guillemets, évolutivement parlant, il aura peut-être un enfant supplémentaire dont il ne s'occupera pas. Mm. La femme, par contre, eh bien, doit investir beaucoup plus de choses, c'est beaucoup plus risqué pour elle, elle devient beaucoup plus dépendante. Ce qui fait qu'en moyenne, les femmes seront plus lentes et les hommes un peu plus rapides. Pas tous, évidemment, il faut voir deux courbes de Gauss qui se superposent et pas deux catégories rigides. La majorité des gens se ressemblent un peu à ce niveau-là, mais ça crée de grands problèmes dans les relations quand vous êtes un profil lent et l'autre rapide, et vous vous entendez pas du tout parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs. Mm. Vous vous aimez beaucoup, mais dans les comportements, il n'y a pas du tout le même langage, les mêmes codes. Alors justement, moi il me semble que c'est significatif de constater que la génération la plus déconstruite, entre guillemets, dans les normes de genre, soit aussi celle qui est à ce point une grande difficulté à communiquer entre les sexes. C'est-à-dire que, ayant perdu ce qu'on appelait, disons les comportements moyens entre les femmes et les hommes, en ayant perdu l'idée des différences moyennes entre les hommes et les femmes, l'autre devient une espèce de mystère complet, un point d'interrogation qu'on ne sait pas comment aborder, qu'on ne sait pas comment fonctionne, espèce de voiture sans manuel qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Et donc, face à cette incompréhension, ce qui est opaque devient obscur ou maléfique, et donc l'autre devient une espèce de mystère inquiétant, une source de frustration, d'incompréhension. Et c'est pour ça que je trouve que votre ouvrage est particulièrement précieux, parce que il fait cet effort de distinguer les différences hommes-femmes en moyenne. Et je pense que là-dessus, ce serait intéressant peut-être qu'on passe en revue le Big Five dont on a parlé et qu'on note des différences moyennes entre les hommes et les femmes, ce qui permettrait, je pense, de dépassionner le débat pour ceux qui nous écoutent et juste de noter les différences statistiques en assumant le généralisé sans dire que ça concerne tout le monde et qu'on parle de moyenne. Comme ça pourrait donner des débuts de clés de lecture aux jeunes hommes et aux jeunes femmes qui nous écoutent pour comprendre le fonctionnement de l'autre sexe. Donc, est-ce que dans le rapport au premier critère qui est le fait d'être consciencieux, on voit des différences hommes-femmes ou non? Les femmes sont plus consciencieuses en moyenne. D'accord. Donc le côté scolaire, entre guillemets... Sans surprise. Oui, oui. Plus conformiste, plus travailleuse, Plus régulière dans l'effort. Exactement. Ce qui explique très facilement pourquoi Oui. elles devancent de plus en plus les hommes dans les études supérieures. D'ailleurs, c'est la phrase typique de l'homme qui travaille pas avant un examen, c'est j'y vais au talent. Ouais. Ça veut juste dire j'ai pas travaillé en fait. Et c'est très masculin un peu. Ouais. Ce qui marche jusqu'à un certain temps, c'est ça. À moins d'être un génie absolu, au bout d'un moment, il faut se mettre à travailler, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que les femmes assimilent bien plus tôt. Et donc, c'est pour ça que quand on voit beaucoup de plaintes, tout un tas de théories sur les hommes tomberaient derrière dans le monde du travail et dans les études à cause des politiques de quotas, les politiques de quotas existent. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être des situations injustes, mais c'est absolument marginal. C'est pas du tout le fonctionnement généralisé du monde du travail aujourd'hui. Ouais. Elles sont juste plus fiables. Voilà. Et les hommes qui, pour le coup, démontrent un profil de personnalité similaire, ils s'en sortent sans problème. Et alors du coup, sur le deuxième critère du Big Five, l'agréabilité. Et les femmes sont plus agréables, tombent plus facilement d'accord, sont moins conflictuelles en moyenne que les hommes. On a donné l'exemple de celle qui se fait extorquer entre guillemets par son patron qui l'oblige à travailler et qui n'ose pas un jour aller dans son bureau demander une augmentation par exemple, ce qui demande l'acceptation d'un conflit en tout cas, ou d'un bras de fer. Le troisième, c'est le névrosisme. Et elles sont en moyenne plus élevées. Plus élevées, d'accord. Donc plus instables dans les émotions que les hommes. Elles vont ressentir plus fortement les émotions négatives. Ce qui fait qu'à niveau de menace égale, elles auront l'impression qu'il y a un danger plus grand. D'accord. En moyenne. Et alors le quatrième, sur les autres, il n'y a pas de... Extraversion, introversion J'ai rien vu de significatif à ce niveau-là. Et le dernier? Le dernier, ouverture à l'expérience, non plus. D'accord. Ce qui fait que pour c'est intéressant. On voit des similitudes et des différences. Oui.
pour revenir sur l'idée de quel trait de personnalité il faudrait avoir pour vis-à-vis du conjoint, bah, par exemple, si vous voulez favoriser la stabilité, la fidélité, ben, il vaut mieux privilégier un profil un peu plus lent. Donc consciencieux, agréable, névrosisme bas si possible, le plus bas possible. Dans le sens où bah, ça fera moins de travail à gérer, les crises seront d'une ampleur moins importante. Voilà, ça demandera peut-être un peu moins de travail, ce qui ne veut pas dire que dans les autres cas, les gens sont condamnés, bien entendu. Et inversement, éviter névrosisme trop élevé avec quelqu'un de peu agréable, peu consciencieux. C'est quelqu'un avec qui ça va être très difficile de résoudre les conflits. Et à quel point est-ce que un individu peut travailler sur ces 5 critères et évoluer en devenant plus consciencieux, moins névrotique Alors, question assez compliquée. Généralement, le principal facteur d'évolution, c'est l'âge. C'est pour ça que quand je décrivais tout à l'heure les stratégies d'histoire de vie, si vous faites la liste des caractéristiques que j'ai dit pour le profil rapide et celle pour le profil lent, mais en réalité, le profil rapide, ça s'appelle l'adolescence en fait. Oui. Et donc, avec le temps, vous devenez un peu plus agréable, un peu plus consciencieux et vous êtes un peu moins stressé parce que vous vous stabilisez un environnement où voilà, il y a moins besoin de se faire une place dans le monde. Oui. Donc, avec l'âge, on a tendance à devenir un peu plus lent. D'où le scénario classique de j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse et puis maintenant je m'y reconnais plus. Voilà, Sauf que, vous dites avec l'âge, mais l'adolescence en quelque sorte se prolonge aujourd'hui. Et voilà. Et là-dessus, je voulais lire un extrait de votre ouvrage que j'avais trouvé particulièrement fort. Vous dites « Le véritable danger ne se trouve pas dans des sous-cultures de niche qui mettent en avant des individus aux opinions et trajectoires de vie bien trop différentes de celles de la majorité de la population, donc les sous-niches masculinistes ou néo-féministes, mais de l'illusion que la majorité a d'avoir le temps. Avoir du temps sans plan concret et sans effort quotidien pour réaliser nos objectifs ne vaut aujourd'hui pas mieux que de ne pas avoir de temps du tout. » Et vous dites un peu plus bas, le seul conseil donné à la génération Z fut de prendre le temps de profiter de la vie et de se découvrir pleinement soi avant de se poser. Conseil prodigué par la génération avec le plus de divorces dans l'histoire, et nous avons pensé que c'était une bonne idée de les écouter. Je dénonce un petit peu cette fausse opposition entre le fait d'avoir à profiter de sa vie et le fait de la construire. Il y a cette représentation qu'on a aujourd'hui, où en fait le fait de se marier, ou même de s'engager, en fait, même si on ne se marie pas, mais le fait d'avancer dans la vie à deux, c'est la fin de tout. Voilà. Oui, bien sûr. On doit avoir profité de tout avant, parce que derrière, c'est nécessairement la vie plan-plan. Juste sur ça, l'expression anglaise que je trouve significative, c'est « to settle down ». C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses chouettes, puis d'un coup, vous vous posez, et l'aventure s'arrête. Et ça omet le fait que le mariage en lui-même est une aventure, et d'avoir des enfants de surcroît, une aventure extraordinaire, dans laquelle vous apprenez constamment des nouvelles choses, dans laquelle vous êtes bouleversé au quotidien, dans lequel l'intensité émotionnelle vécue est extraordinaire. Mais le terme anglais, c'est to settle down. Donc, les côtés down, il y a une sorte de descente. Il y a la fin de l'ambition, en quelque sorte. Il y a quelque chose de plan-plan. On met ses pantoufles et on arrête de vivre, alors que c'est tout l'inverse. Oui. Mais pour moi, le grand problème de cette mentalité-là, c'est que justement, ça diminue l'intensité émotionnelle de l'engagement. C'est que vous arrivez de plus en plus à un âge où vous dites à la personne avec qui vous allez finalement vous engager, l'implicite, c'est que j'ai déjà vécu tous les trucs un peu intenses de l'arrivée dans l'âge adulte avec d'autres personnes, avec qui c'est allé nulle part. Donc la première victime de tout ça, pour moi, c'est les souvenirs de l'entrée dans la vie adulte 2. Quand les enfants demanderont comment vous vous êtes rencontrés, ça aura un petit peu moins de panache que les récits des grands-parents qui... Je vais caricaturer, toutes les familles ne sont pas comme ça, mais se sont connus, ils étaient bien plus jeunes qu'aujourd'hui, ils étaient dans la galère, et ils ont décidé de s'engager avant d'avoir fait leur vie, et ils se sont débrouillés pour construire quelque chose. Maintenant, la mentalité est inverse, c'est au lieu de choisir une personne, de m'engager avec, et de construire ma vie autour de cette personne, je choisis un projet de vie, je fais un CV, je dessine un petit carré, et puis je vais sélectionner les candidats qui rentrent parfaitement dans mon petit plan. De plus en plus faisable numériquement. On peut cocher des cases sur les applications de rencontres et attendre que monsieur parfait ou madame parfaite, entre guillemets, nous atterrisse dessus. On a l'illusion que c'est faisable. Oui. Alors oui, techniquement c'est faisable, parce que maintenant les modes de vie font que. Mais c'est pas pour autant que tout le monde va y arriver. Il y a toujours un pari. Ce qui explique, à mon avis, une partie du cynisme de la génération Z, c'est qu'en fait, vous vivez votre jeunesse un petit peu comme un marché financier, ou pire encore comme des crypto-monnaies. C'est que vous rentrez sur un marché au sommet de votre valeur, vous essayez d'explorer un maximum vos mises, et puis dès que la montée commence à ralentir un tout petit peu, là, ok, il va falloir que je
consente à capitaliser sur ma position. Et là, maintenant, je vais me poser. Me poser au sommet de ma valeur. Et voilà. On pourrait dire que les plus névrotiques sont une sorte de bitcoin affectif, pas la fluctuation. Ça finira par avoir la même valeur probablement, enfin autre chose que le bitcoin. Mais alors, justement sur ça, on avait reçu ici il y a quelques mois Julien Gobin, dans lequel on avait parlé sur le sujet de l'individualisme et de l'individualisation, du paradoxe du choix, qui est un truc qui avait théorisé notamment un chercheur en sciences sociales qui s'appelle Barry Schwartz. Et il disait que il était possible conceptuellement d'avoir trop de choix, ce qui est quelque chose avec lequel notre culture a un peu de mal. On comprend très bien comment on peut manquer de choix, mais en avoir trop, c'est plus difficile à expliquer aux gens. Et pourtant, ils le sentent un peu implicitement. Et il dit que quand on a trop de choix, il se passe beaucoup de choses. Il se passe notamment la chose qu'on a moins de gratitude, parce que ce que l'on a devient implicitement dévalué par la comparaison avec toutes les autres choses qu'on pourrait avoir. Donc, on passe des vacances à la montagne, on voit des photos de gens qui passent des vacances à la mer, et puis d'un seul coup, nos vacances à la montagne paraissent moins bien. Et que, pareil, le regret du choix est plus fréquent quand il y avait beaucoup de choix possibles. Parce qu'une fois qu'on a posé ce choix, on n'arrête pas de se dire, mais finalement, peut-être que la mer, c'était beaucoup mieux, et on n'aurait pas dû aller à la montagne. Donc, on hésite vachement plus longtemps avant de faire des choix. Le temps passé sur les choix est plus long. On regrette plus facilement ce que l'on a et on a moins de gratitude. Donc il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Et puis par ailleurs, ça fait des gens en moyenne plus déprimés, etc. Et vous transposez tout ça sur le domaine affectif. Et vous dites qu'il y a une sorte de paradoxe du choix affectif. Pourquoi et à quoi est-ce que ça ressemble? On a commencé à en parler là, mais avec l'explosion de Tinder et des applications de rencontres. Alors déjà, je pense que le sentiment le plus commun qu'il y aura dans notre génération, qui exprime le mieux ce paradoxe du choix-là, qui n'est pas nouveau, hein, mais qui sera juste de plus en plus commun, ce sera cette pensée de peut-être que j'avais trouvé la bonne personne et que je l'ai abandonnée pour une raison un peu futile. Et ça, je pense qu'on sera beaucoup à l'avoir dans un coin de la tête. Ouais. Et ça va démanger un petit peu. Ouais. Mais cette question de paradoxe de choix n'arrive pas avec les applications de rencontres. C'est quelque chose qui les prédate amplement, en fait. C'est un continuum d'atomisation sociale depuis plusieurs décennies. En réalité, l'argument est peut-être un peu facile, mais la voiture, c'est déjà un début de paradoxe du choix. C'est que quand vous pouvez quitter votre petit village pour aller à la discothèque à côté, votre voisin est de suite un peu moins cool. Vous n'êtes plus obligé de l'inviter. Donc les réseaux sociaux, les méthodes de communication de masse qu'on a aujourd'hui, et la mobilité qu'on a d'ailleurs aujourd'hui, c'est juste la conclusion spectaculaire d'un processus qui est là depuis bien longtemps. La question que j'avais posée dans une tribune de manière un peu provoque, c'était si votre grand-mère avait eu accès à Tinder et Instagram, est-ce qu'elle aurait choisi votre grand-père? Bien sûr. La question se pose. Et là où, pour le coup, le paradoxe du choix et la comparaison sociale a vraiment fait vriller beaucoup de cerveaux féminins de notre génération, c'est justement par la comparaison sociale infinie. Où en fait, avant, elles avaient comme rival, entre guillemets, dans la compétition intrasexuelle, la boulangère et la fille du facteur, pour caricaturer. Désormais, elles voient des photos, alors filtrées et retouchées par ailleurs, ce qui, en termes de confiance de soi, est difficile, parce que toutes paraissent plus belles qu'elles, à tort ou à raison. Et elles sont comparées sur un marché avec beaucoup plus de concurrentes qu'avant, ce qui crée une angoisse de leur côté beaucoup plus fort qu'auparavant. Et le lien le plus robuste dans le fameux débat causalité ou corrélation entre les réseaux sociaux d'un côté et les troubles mentaux de l'autre réside dans l'usage massif à des âges un peu charnières. Donc Jonathan Haidt, le psychologue américain, situe plutôt 11-13 ans, mais ça se prolonge après, chez les jeunes femmes sur Snapchat, Instagram et TikTok, donc les choses souvent liées à l'image, au visuel, à la vidéo, à la photo, et des troubles liés au corps, donc à l'acceptation de soi, donc boulimie, anorexie, automutilation, où là, le paradoxe du choix, disons, où la multiplication des possibles et la comparaison sociale a vraiment eu lieu contre, si on peut dire, la stabilité émotionnelle et la sérénité des jeunes femmes qui cherchent un partenaire. Au-delà de la question du simple paradoxe du choix, chez les femmes, il y a aussi cette question de la conscience permanente de leur désirabilité et de leur rapport au corps, qui est déjà un problème en temps normal. Ce que j'ai écrit à un moment donné, c'est que le basculement dans l'adolescence, c'est les hommes qui font basculer la femme dans l'adolescence. À partir du moment où ils commencent à poser un regard différent sur elle. Le fameux male gaze, le regard masculin. Et c'est quelque chose qu'elle doit apprendre à gérer à un âge où elle n'est pas équipée pour ça. Ça fait partie de son rituel initiatique à elle, de devoir faire la paix avec ça, d'essayer de négocier cette chose-là. Comment je me positionne, comment je m'approprie mon corps, est-ce que je m'en sers pour avoir une emprise sur les hommes ou au contraire, est-ce que j'essaie de le cacher le plus possible pour échapper aux hommes? Il y a vraiment cette
angoisse de je n'existe qu'à travers ma désirabilité. Mm. Et donc on voit des trajectoires différentes apparaître sur la manière dont on choisit de gérer ce rapport-là. Donc pour le coup, le male gaze, ça ferait partie, pour basculer plutôt du côté de l'analyse des discours féministes contemporains, des concepts valides, qui ont enfin, en tout cas une base de validité, qui est ce que vous avez dit là, que la femme est projetée dans l'adolescence par son environnement social, parce qu'elle devient, à un certain stade de l'adolescence, une sorte d'objet de désir avec les avantages et les inconvénients que ça implique, et se retrouve parfois très mal à l'aise avec ce regard qu'elle peut percevoir comme étant très lubrique, comme être réduit justement, pour ça que je dis objet de désir, elle fait d'être désirée, mais elle fait d'être objet aussi, et d'être un peu réduit à un objet qui peut être très désagréable. D'où les discours sur l'objectification, Tout à fait. qui sont pour le coup, en effet, évidemment, un travers pathologiquement et exclusivement quasiment masculin. C'est-à-dire que c'est l'homme qui réduit la femme à l'état d'objet. L'inverse n'arrive pas. C'est-à-dire que les hommes qui essayent de se plaindre sur les réseaux sociaux en disant ah, vous parlez d'objectification, mais là, vous voyez un beau gosse, on voit que ses abdos, on voit pas le reste de son corps, n'est-ce pas identique? En fait, les dynamiques sont pas les mêmes. C'est surtout une projection de leur propre fonctionnement. Oui. C'est une des lignes rouges, le fil rouge que j'ai essayé de suivre dans le bouquin, c'est j'ai essayé de lire les discours masculins en ligne, non pas comme quelque chose qui va m'apprendre des choses sur les femmes, mais quelque chose qui va m'apprendre des choses sur les hommes. Oui, oui. Et les discours des femmes sur les hommes, qu'est-ce que ça me dit des femmes elles-mêmes? Oui. Quelles sont leurs attentes? Quelles sont leurs attentes? C'est qu'est-ce qu'ils reprochent à l'autre, et ça, ce qui révèle les attentes implicites. Bien sûr. Et donc, dans cette incompression-là, c'est que l'homme, lui, essaie d'être aimé pour ce qu'il est, et il a une injonction à la performance. Oui. Donc, d'une certaine manière, il se fait une représentation un peu idyllique de la situation de la femme, où il se dit, ouais, mais elle a de l'attention gratuite, elle a besoin de rien faire. Elles n'ont rien à faire, ouais, c'est ça. Elles n'ont rien à faire, donc pourquoi est-ce qu'elles se plaignent? Enfin, notre condition est plus difficile. Oui. Mais la contradiction de la femme, c'est j'ai envie de plaire, ce qui est absolument sain et normal, oui. mais en même temps, j'ai envie d'être aimé entièrement pour ce que je suis et pas uniquement pour mon corps ou ma beauté. Oui. Donc il y a un rapport ambigu chez l'un à la performance et chez l'autre à la désirabilité. Oui, c'est intéressant. Et donc chacun projette sur l'autre le mauvais côté de sa situation et idéalise un petit peu l'herbe qui serait plus verte ailleurs, ouais, c'est ça. Et alors dans les autres différences moyennes, il y a justement le fait que les femmes sont en moyenne plus proches de la moyenne et les hommes plus extrêmes. C'est-à-dire que dans les sans domicile fixe, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes, et dans les grands génies à 150 de quotient intellectuel, quoi qu'on pense du quotient intellectuel, il y a beaucoup plus d'hommes, et que les femmes sont plus proches de la moyenne des courbes de distribution en général. Oui, c'est le cas pour tout un tas de caractéristiques. Et pour le dire de manière très cynique, on pourrait y voir un peu un jeu de la nature, quoi, qui va dans le sens de cette différence de socialisation d'ailleurs, qui est que on expérimente avec les hommes, on en génère plein très différents, et puis on joue... Il y aura un peu de déchets, mais c'est pas grave. On joue la sécurité avec les femmes et on leur demande de filtrer derrière qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui tient la route, et ce qui crée évidemment, du point de vue individuel, des situations peut-être un peu douloureuses, mais du point de vue de la société... c'est plus ou moins nécessaire, quoi. Mais ça explique pourquoi il y a aussi ce discours de plainte chez les hommes sur les réseaux sociaux. C'est que eux s'identifient aux hommes du mauvais côté de la courbe. Oui. C'est que dire oui, d'accord, les hommes dominants, mais les hommes dominants, c'est ceux qui sont à droite de la courbe. C'est ceux qui ont tout. Mais nous, nous, on n'a pas ces caractéristiques-là. Donc pourquoi vous nous mettez dans le même sac? Oui. Et à l'inverse, disons une sorte de néo-féminisme bourgeois, qui ne voient que l'autre côté de la courbe, qui est les hommes qui réussissent, et qui se disent ça c'est le poste que je veux, c'est les hommes / le patriarcat au sens large qui me piquent ma place. Et d'ailleurs c'est quelque chose que vous faites magnifiquement ressortir dans votre ouvrage. Je regrette même de ne pas avoir corné la page pour la citer là, mais vous analysez les points communs structurants entre disons féminisme revanchard ou néo-féminisme misandre, je ne sais pas quel terme il faudrait utiliser, et le masculinisme d'aujourd'hui. Et dans les points communs que vous donnez, il y a notamment le fait que le mariage serait un piège tendu par l'autre camp, ce que je trouve très intéressant. C'est leur point d'accord est vraiment structurant là-dessus. Ne vous faites pas avoir par la tranchée d'en face qui va essayer de vous attirer dans un piège avec du miel, mais en fait c'est un piège à ours, c'est le mariage et vous allez vous faire avoir. Les hommes disent elles vont vous divorcer et vous prendre tout votre argent et vos enfants, et les femmes disent ils vont vous asservir, enfin les femmes. Encore une fois, les militants de part et d'autre, disons,
Vous allez vous marier, vous ranger, vous allez faire la cuisine et vous allez mettre en pause votre carrière pour vous subordonner au désir de monsieur. Et quels sont d'ailleurs justement les autres points structurants idéologiques entre le discours tenu par ces deux camps selon vous? Déjà, dans les deux camps, il y a un implicite qui est que la sociosexualité humaine naturelle ne serait pas la monogamie. Oui, oui. Il y a une sorte de matriarcat fantasmé où tout le monde élève tout le monde, il n'y a pas de couple, enfin le couple pose problème. Et du côté masculiniste, il y a également le couple qui pose problème, qui est un asservissement de l'homme qui serait naturellement plus polygame. Et on profite. Non, ça c'est plutôt le deuxième point. Il y a l'idée de l'exploitation gratuite de l'autre. Donc en ce moment, ça fait l'actualité. Le travail domestique, qui n'est pas reconnu comme un vrai travail. On exclut tout de la logique du don et de l'investissement gratuit dans la famille. Mais il existe une version masculine qui est de dire oui, mais la chevalerie, la politesse, c'est fait pour exploiter les hommes. C'est fait pour nous envoyer au front, nous faire trouer. C'est fait pour assurer tous les risques. Sur un idéal romantique qui ne repose que sur du vent. L'homme doit se choisir lui-même, il a le droit de s'épanouir comme n'importe quel individu, et pourquoi est-ce qu'il devrait sacrifier quelque chose à une collectivité plus grande que lui? Mais dans les deux cas, il y a une peur du don et une peur d'être exploité, Exactement. une sorte de réticence vis-à-vis de l'autre. Il y a une idée, pour moi implicite, qui est « je ne veux pas donner tant que je n'ai pas de garantie d'avoir eu en retour ». Il y a une recherche de « toi d'abord ». Oui. Il y a une perte du désintérêt en fait aussi. Il y a une logique d'intérêt adaptée à tout. Les deux camps, on voit les choses comme des dynamiques de pouvoir. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est uniquement... alors ils vont prendre des critères différents pour qualifier pour quantifier plutôt les déséquilibres de pouvoir, mais ça se joue uniquement au bras de fer. Mais alors, tout de même, outre ces symétries, je note quand même une asymétrie dans l'espace public qui est il y a eu des ouvrages publiés intitulés « Moi les hommes, je les déteste », Pauline Armange, pour ne pas la citer, qui confirme son propos en long, en large, en travers au sein de l'ouvrage. C'est pas juste un titre provocateur. Elle défend la misandrie systématique, qui est, selon elle, un sentiment négatif à l'égard de la gente masculine dans son ensemble. Tous, point d'interrogation, oui, virgule, tous, point. Donc vraiment, elle assume une généralisation absolue. À partir de là, on ne peut pas imaginer qu'elle ait des bonnes relations avec les hommes de sa famille. À partir de là, ça paraît vrai par définition. Il y a également Alice Coffin qui prône l'élimination des hommes dans un ouvrage d'une maison d'édition très grand public. À ma connaissance, et c'est là où je pense qu'il faut distinguer l'espace public, disons, officiel et des marges numériques, je ne connais pas de discours qui appelle à l'élimination des femmes. Alors, Coffin disait élimination non physique. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en tout cas, de les faire disparaître de l'espace public à minima, en version pacifique. Je ne connais pas le discours inverse qui fonctionne. Il y a quand même une sorte aujourd'hui il y a une radicalité qui s'est plus tolérée dans le sens d'une misandrie que dans le sens d'une misogynie. Et je connais personne, par exemple, qui revendique dans l'espace public la misogynie comme étant un sentiment négatif à l'égard des femmes dans son ensemble. Ce serait pour le coup suicidaire, en plus d'être immoral, mais suicidaire socialement, disons. Il y a une radicalité qui est tolérée. Après, du côté des hommes, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais non, bien sûr. Extrêmement marginale. C'est des choses que vous retrouvez uniquement dans les fins fonds de l'Internet. Oui. La différence, c'est que leur radicalité à eux n'a pas de pouvoir de prestige. Ils ne sont pas dans les centres de production du savoir ou quoi que ce soit. Ce qui leur permet, paradoxalement peut-être pour reparler du cas d'un type comme Andrew Tate, ce qui leur permet toutes les outrances, parce qu'ils savent que de toute façon, ils n'intégreront jamais ces milieux-là. Ils sont dans une hiérarchie du prestige qui est complètement différente. Donc l'idée, c'est de faire de la concurrence entre eux pour leurs potentiels clients à exploiter. Mais ça donne une forme de liberté de ton. Ils n'ont pas peur de brûler des ponts, parce que tous les ponts sont déjà brûlés. Donc c'est pour ça que je pense que la crainte d'une montée d'un masculinisme structuré, politique, etc., est largement exagérée. Oui, c'est quoi? C'est l'ONU qui s'en inquiétait. Vous dites dans l'ouvrage qui a sorti un rapport récemment en disant qu'il fallait surveiller ces tendances en ligne. Oui, pourquoi pas les surveiller, mais il y aura pas, je ne pense pas qu'il y aura de mesures d'ampleur à prendre. On le voit avec le cas de la Corée du Sud, qui est peut-être le seul pays où il y a vraiment une tentative de structuration politique de ces hommes-là. Mais en fait, ça se solde par pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas d'augmentation de violence significative dans les faits, dans les propos, ça c'est certain. Les réseaux sociaux sont noyés de commentaires un peu pénibles à lire.
mais il n'y a pas d'action concrète, quoi. Il n'y aura pas de retour d'une force réactionnaire qui prendra le pouvoir et renverra les femmes à la cuisine ou je ne sais quoi. Structurellement, c'est un discours de perdant. On voit, Oui, c'est les hommes qui ont les leviers de prestige, du savoir économique et politique, ils sont tous au moins officiellement féministes. Alors, de temps en temps, ils se font attraper, parce qu'en privé, c'est pas exactement comme ça. oui, oui. Et c'est les suites de MeToo, quoi. C'est de temps en temps, quand il y en a un qui a des responsabilités et qui se fait attraper, bon, ben, on lui coupe la tête, quoi. En Ouais. place publique, on expose, on lave le linge sale, on en fait un exemple. Mais ces hommes-là ne sont pas du tout de la même catégorie que ceux qui se plaignent en ligne et qui forment le gros du masculinisme. Oui. Mais justement, ça fait partie un peu du ton de votre ouvrage, qui est en réalité d'être pas si pessimiste que ça, et de dire, on est aujourd'hui dans une phase un peu bâtarde de transition, à mi-chemin entre le monde d'avant et le monde de demain, d'un monde où il y avait des normes de genre parfois étouffantes, mais en tout cas très claires et qui donnaient une grande lisibilité dans les rapports sociaux, et d'autres normes qui tardent un peu à se concrétiser, et que là on est dans un entre-deux, mais qui sera temporaire, qui n'ira pas vers plus de confusion et de ressentiment nécessairement, et qui pourrait se résorber. Qu'est-ce qui vous permet de justifier cet optimisme-là? Alors, premièrement, comme je l'ai dit en introduction, le poids des idéologies, je le relativise beaucoup. Je Oui, pense qu'elles ont une influence. Mais généralement, les individus vont se choisir des idéologies sur mesure. On fait son supermarché aujourd'hui. oui, Il n'y a plus de culture hégémonique comme à l'époque où l'Église catholique dominait les consciences. Et même à cette époque-là, l'Église n'a pas réussi à empêcher les doubles vies, les hypocrisies, etc. Donc, oui, il y avait le discours officiel à la messe et puis les gens faisaient ce qu'ils voulaient à côté. Ça a toujours existé. Et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas différent. Donc il y a les discours, il y a les débats universitaires, il y a les débats journalistiques. Mais en privé, les individus continuent toujours d'essayer de chercher ce qui les intéresse. Et c'est d'ailleurs, ça fait beaucoup de cas de conscience chez les militants purs et durs, parce que ils réalisent que c'est pas si facile que ça de lutter contre nos tendances. oui, d'être cohérent jusque dans les moindres recoins de sa vie privée, Voilà. de vraiment désirer un homme déconstruit, ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, juste pour vous donner raison sur le côté, ça n'est pas intégralement les idées qui mènent le monde, on le voit chez quelqu'un qui, par exemple, a une phase très complotiste et qui en ressort après. Quand il en ressort, ça n'est pas parce que, ou c'est rarement parce que il serait tombé sur une argumentation extraordinairement forte qui montre qu'en fait, j'en sais rien, Paul McCartney n'est pas mort en 1966, pour en prendre une qui est très peu idéologique, mais parce que ça correspondait à une phase de sa vie, puis ensuite Tout à fait. ses structures sociales de sa vie, son contexte a changé, il a trouvé un travail, ou j'en sais rien. Et donc, c'est pas les idées qui l'ont convaincu, c'est son contexte, c'est ce qui Exactement. l'intéressait à un instant T. C'est pour ça qu'il y a une convergence entre une offre et une demande qui commence à fleurir sur les réseaux sociaux depuis 4-5 ans, mais les discours qui sont repris datent de plusieurs décennies. Oui, Donc pourquoi ça prend maintenant alors que c'est déjà disponible et à la vue de tous depuis longtemps? Pour moi, ce n'est pas du tout une question de facteur intellectuel. C'est parce qu'il y a une génération qui tente de s'installer à l'âge adulte, qui n'y arrive pas bien, ou qui du moins y arrive peut-être de manière pessimiste, et cherche des réponses à ces questions parce qu'il n'a pas eu de transmission derrière. On a eu une éducation un peu déficitaire qui ne nous a pas donné la force de caractère de faire face aux douleurs normales de la vie. Donc c'est un peu, pour moi, c'est un peu le syndrome Doctissimo, c'est que vous cherchez sur Internet, vous vous sentez pas bien, voilà, vous vivez un truc, vous cherchez sur Internet des renseignements, ah bah super, j'ai le cancer, quoi. C'est exactement la même chose dans les rapports hommes-femmes. ouais. Vous galérez normalement, vous venez de vivre une rupture, bon vous cherchez comment s'en remettre, comment parler aux filles, qu'est-ce qu'attendent les hommes, et vous tombez sur des trucs abominables. Oui, oui, mais il y a une recherche en amont, quoi. Oui, il y a une recherche en C'est amont, ça. et ce sont des niches qui ont le quasi-monopole de ces discours-là. Hmm. Donc, je ne vois pas de raison, enfin, une fois que ces gens seront sortis de leur phase de rancœur, et je ne les accuse pas, la phase de rancœur, il faut la dédramatiser un peu, elle est relativement normale quand on est jeune, on est maladroit. Je pense que c'est une des plus grandes différences avec les générations d'avant aussi, c'est qu'il n'y a plus de place pour l'indulgence. Comme tout est comparé sur les réseaux sociaux, maintenant on a des jeunes qui sont paniqués à l'idée de se dire est-ce que je dois lui envoyer un deuxième message? Est-ce que ça va pas faire trop efféminé? Ça fait 2 heures qu'elle m'a pas répondu. Votre arrière-grand-père, il se posait pas la question, hein. Ouais, bien Il sûr. n'avait pas le temps, hein. Oui, oui, oui. Donc maintenant, il y a une culture un peu de RH qui se met en place.
Vous êtes jeune, vous êtes inexpérimenté, mais vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, on vous zappe tout de suite. De fait, Internet se souvient des erreurs. Et Internet se souvient des erreurs. Donc maintenant, vous devez avoir 42 ans d'expérience en sortant des études, tout ça pour un stage. Et donc, vous, comme tout le monde, vous vous mettez à mentir sur le CV. Oui. Mais si tout le monde se met à mentir sur le CV, les employeurs commencent à adopter des stratégies de défense. Donc en fait, cette augmentation de la compétition sexuelle, elle mène à des comportements, des mauvais comportements, mais qui ont une fonction défensive. Parce que le but, c'est comment je fais pour ne pas trop me faire avoir. Comment j'anticipe la trahison. Il y a en réalité peu de personnes qui sont véritablement pervers et qui prennent du plaisir à infliger des souffrances aux autres. La majorité des individus, s'ils se comportent mal, c'est souvent qu'ils sont blessés et qu'ils essaient de couper les pertes le plus possible et de rétablir une stabilité. Et dans les points communs un peu structurants, disons de misogynie, misandrie ou masculinisme, néo-féminisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi, je dirais, cette peur de l'abandon vis-à-vis de l'autre et une espèce de rapport que Lasch d'ailleurs avait théorisé sur la question du constructivisme, où il notait quelque chose d'intéressant dans le côté les relations libres, le désengagement, le fait que l'homme et la femme seraient identiques. C'est que si je dis que l'homme et la femme peuvent être potentiellement identiques, à partir de ce moment-là, je suis en train de dire que je n'ai pas forcément besoin du camp d'en face. Et donc lui avait relié un peu cette hausse du constructivisme à une stratégie défensive de je n'ai besoin de personne, tandis que quand on parle de complémentarité homme-femme, eh bien on parle de dépendance homme-femme. Oui. Et aujourd'hui, quand on dit le mot dépendance, c'est dépendance sur une substance, c'est dépendance affective, c'est une dépendance forcément pathologique. Il y a plein de termes dans le jargon courant liés à ça. L'autre est toxique, donc on se défait d'un produit toxique. Il y a une sorte de pathologisation de la dépendance qui, je pense, me paraît assez profonde et structurante dans le rapport entre ces deux camps qui se regardent en chien de faïence. Pour moi, c'est indirectement un effet de la perte de sociabilité de manière générale dans la génération Z. Parce que quand vous côtoyez de moins en moins de monde, que vous avez une vie sociale de moins en moins riche, le couple va être surinvesti. Et donc vous allez greffer sur le conjoint toutes les attentes que différentes sphères de votre vie, différents groupes, tous les besoins affectifs, tous les besoins. Et un autre être humain ne peut juste pas satisfaire tous ses besoins, c'est pas possible. Donc il y a ce surinvestissement qui se fait. Forcément, la déception est d'autant plus grande qu'on investit l'autre. Donc on est de plus en plus tenté, parce qu'en plus on dépend de moins en moins les uns des autres, que ce soit économiquement, pour la survie, etc. On se sépare, on n'était pas compatibles. Et qu'est-ce qu'on fait au lieu de faire le bilan et de se dire, essayer d'avoir une vision un peu nuancée de la rupture? Ce que font la plupart des gens, c'est ils doublent la mise sur leurs exigences. Tu méritais mieux. Voilà, c'est l'autre qui... Et donc, vous reprojetez vos attentes qui ont encore augmenté sur un nouvel être qui ne pourra pas... imparfait, forcément. Et donc, l'engrenage s'alimente. Le couple devient de plus en plus investi et c'est la raison, à mon avis, pour laquelle il est de plus en plus décrié. Oui. C'est un reflet de son investissement qui n'était peut-être pas aussi fort dans les générations précédentes. Oui, on met des attentes telles sur l'objet que fatalement il va nous décevoir de plus en plus, et donc on va le décrier comme un piège, Et on va le rejeter avec la même force avec laquelle on l'a investi. Ce qui étaye ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin ce qui était dans votre ouvrage et que j'ai souligné tout à l'heure, sur le fait que souvent les pires des misogynes sont des sensibles déçus, qui avaient des attentes trop grandes, et qui plutôt que de cette génération. Dans cette génération. Plutôt que de se dire que la femme comme l'homme est imparfaite et il y aura des difficultés, mais ça pourrait être pas mal si on se débrouille bien. Là, ils se disent la femme est une espèce d'être idéal avec laquelle il y aura une fusion. Voilà, exactement. Et quand ils se rendent compte que non, ça n'est pas le cas, ils la rejettent en masse et ils partent écouter du Andrew Tate. Exactement. Ils vont préférer l'abstraction qu'ils ont dans leur tête à la femme réelle. Excellent. Et tant qu'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème-là, ils n'y arriveront jamais. Et sauf que ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que souvent le rapport qu'ils ont aux femmes et le rapport avec représente le rapport à leur propre part émotive qu'ils refoulent. Oui. Puisque comme ils ont toujours la maturité, un rapport aux émotions d'un enfant de 8 ans pour surinvestir la performance, ils ont la vision des femmes qu'un enfant de 8 ans. Oui. Et donc la régression se fait au même niveau. Donc comme ils n'arrivent pas à investir la femme réelle, on se retrouve avec ce fonctionnement psychique vraiment polarisé entre deux camps, avec la femme que l'on épouse et la femme de mauvaise bille avec qui on s'amuse. Ça, c'est typiquement masculin comme problème. Tout comme on a une séparation entre le macho et le performative male. En fait, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est l'incapacité à résoudre de manière nuancée l'image qu'on a de l'autre et de soi. Et on va rester dans la transaction parce qu'on est centré sur son propre manque.
je n'y arrive pas, ça m'embête que je n'y arrive pas, et donc je cherche à trouver une technique qui me permettra d'obtenir ce que je veux. Mais à aucun moment, il y a une forme d'extension vers l'autre, de gratuité dans le geste. Oui. C'est soit je deviens, j'ai payé quand même assez cher le prix de ma virilité, alors je vais doubler la mise, parce que je vais leur montrer, ce que ça fait que d'être un vrai homme et d'avoir du succès, et ça donne des fantaisies de vengeance. Quand j'aurai 35 ans et une voiture de sport, voilà, j'aurai de nouveau du succès que j'ai pas eu plus tôt. Et de l'autre côté, on abdique totalement sa masculinité. On essaie de se dire, oui, bah, je peux me déconstruire aujourd'hui, donc autant la mettre totalement de côté. Et regardez comme je suis un bon élève, comme je suis un bon garçon déconstruit, donnez-moi des miettes, quoi. Ouais. Et on est toujours dans la transaction des deux côtés. On Oui. n'arrive pas à dépasser le sincère élan vers les autres. Ce qui, du coup, dégoûte les femmes des deux côtés, puisque ce qu'elles cherchent, c'est pas la transaction, justement. C'est le véritable don de quelqu'un qui les aime entièrement, Bien qui sûr. ne cherche pas à obtenir quelque chose d'elle. Oui, parce qu'en effet, ce qui est clair, c'est que dans les conseils de séduction et de drague et des pick-up artistes, le bien de la femme est la chose la plus absente. C'est-à-dire que la question ne se pose pas du bien de la femme, c'est l'intérêt de l'homme au court terme. Tout à fait. Ce qui n'est pas la même chose que le bien de la femme et de l'homme sur le long terme, qui serait justement le paradigme capable de résoudre les tensions, en tout cas de les atténuer dans la durée. Ils ont tout de même une intuition, entre guillemets, de la solution, parce qu'ils parlent de l'abundance mindset, l'idée que voilà, il faut donner l'impression que tout roule dans notre vie, et que voilà, on est dans l'abondance permanente, parce que le succès attire le succès, et ça sécurise les autres. Parce que Oui. les autres, on a envie de côtoyer quelqu'un qui a affronté un peu les peurs qui nous tiraillent encore. Et donc, ce qui pourrait se réduire à une forme de confiance en soi, mais authentique. Alors, justement sur ça, je pense que ça vaudrait le coup de terminer en anglant pas mal sur la question de l'engagement chez les jeunes hommes. Parce que comme souvent, le bonheur se trouve quand on ne le cherche pas. Et je trouve que la partenaire, pour utiliser le terme un peu postmoderne et froid, que je n'aime pas, partenaire, pareil, partenaire d'un contrat, c'est un peu ça, hein, c'est transactionnel là aussi. Pour trouver la femme, entre guillemets, non pas idéale, parce qu'on a dit que ça n'existait pas, mais la femme qui est bonne pour vous et pour lequel vous serez bon, ça vaut le coup, entre guillemets, de la trouver sans la chercher. Je vais faire une sorte de détour. C'est via la question de l'engagement. C'est-à-dire qu'en vous construisant vous, en vous engageant vous dans différentes choses, vous allez trouver déjà du sens à votre vie. Une des grosses contradictions de notre génération, c'est l'aspect je veux me défaire de toutes les contraintes et de tous les engagements, et donc généralement réduire sa vie sociale par ailleurs. Et en même temps, je ne comprends pas, j'ai une sorte de crise du sens un peu latente, la vie n'a pas trop de but, je suis un peu flottant en procrastination et relationnelle, désengagé, encéphalogramme plat. Et par ailleurs, je refuse toutes les contraintes et tous les engagements. En vous engageant, j'en sais rien, en maîtrisant l'instrument de guitare. Bon, bah pour savoir jouer de la guitare, il faut s'infliger des gammes, il faut se répéter dans son coin et s'infliger beaucoup de contraintes. Bah, en sachant jouer de la guitare, je sais rien, en vous engageant dans un club de foot, en vous engageant dans différents domaines, en obtenant un diplôme, vous allez devenir plus compétent, plus confiant en vos forces et en vous-même, mais à juste titre. C'est ça l'autre problème des pick-up artistes et de ces techniques de drague, c'est de feindre une confiance en soi que l'on n'a pas. Voilà. Ça ne dure pas, ça ne marche pas. C'est une façade qui va se craqueler au premier commentaire négatif. Et donc, de vous construire vous-même, et à ce moment-là, beaucoup plus naturellement, la confiance en soi viendra, et donc, oser la séduction et de franchir le pas viendra plus naturellement. Et donc, vous aurez plus de chances d'être en couple dans quelque chose de durable et de stable qui peut se projeter vers une union durable, voire un mariage, etc. Mais souvent, il y a une espèce d'inversion. Et comme vous dites, ils n'ont pas envie de travailler sur eux-mêmes. Ils veulent commencer par je veux le life hack. D'ailleurs, c'est drôle, le life hack, c'est je veux tricher en quelque sorte. Je veux hacker le système plutôt que de travailler, de faire les choses dans l'ordre. Je veux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tous les conseils de développement personnel, c'est comment avoir le plus de choses possible avec le moins d'efforts possible. C'est systématiquement vendu comme ça. Trouver la femme idéale en 3 étapes dès demain. Et là, vous avez 3 critères, alors qu'évidemment, la vie ne fonctionne pas comme ça. Et donc, de résoudre le problème des relations de femmes par un éloge de l'engagement des jeunes hommes me semble être une piste prometteuse. Et je pense que s'il y a un message à leur faire passer, à mon humble avis, c'est celui-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je le reformulerai peut-être d'une manière un peu plus, qui va sonner plus pessimiste. Mais pour moi, le point fondamental, c'est le rapport à la souffrance. Vous n'y échapperez pas. La sortie du confort, on pourrait dire aussi. Oui. La sortie du confort, oui, mais carrément la Parce que tant qu'on cherche, tant qu'on n'accepte pas cette
aspect inévitable de l'existence, on va chercher des substituts. Et on peut aller chercher des substituts chez l'autre, qu'on va idéaliser, etc., etc. Donc si on veut vraiment aimer l'autre en tant que tel, en tant que personne, il faut être capable d'aimer la déception. Ou pour le dire autrement, l'amour commence vraiment après la déception. On pourrait revenir sur l'idée de la passion dans le banquet de Platon, le mythe de l'androgyne, où on va trouver notre moitié qui va nous comprendre sans un mot, qui va nous compléter totalement, qui nous protégerait de tous les aléas de l'existence. Oui. C'est une phase, elle est très agréable, il faut en profiter tant qu'on est dedans, mais il est absolument normal que ça ne soit qu'une phase. Et le grand problème, c'est de ne pas accepter que ça en soit une. Bien sûr, la déception à ce point-là. Donc on va finir par dire, ah bah voilà, on n'était pas compatibles. Oui. Donc, on va refaire encore et encore la même chose ailleurs. Je trouve que ce qui rend doucement optimiste aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé des sphères numériques avec beaucoup d'amertume réciproque. Et je trouve aussi qu'il y a ces dernières années une sorte de redécouverte amusée et amusante des différents hommes-femmes, souvent via l'humour. J'avais vu une femme qui avait tweeté quelque chose que j'avais trouvé très drôle, qui était lorsqu'un homme vous montre une vidéo YouTube, n'oubliez jamais que c'est un signe de respect dans sa culture. Je trouvais ça très drôle. Et à côté, quasiment une sorte d'anthropologie où on débarque dans des terres d'une autre civilisation, d'une autre tribu, et on essaie de décrypter les rituels du camp d'en face, parce qu'on en est là aujourd'hui, en quelque sorte. Mais ça peut se faire de façon non amère. Oui. Ça peut se faire de façon, notamment beaucoup via l'humour. Et je trouve qu'aujourd'hui, les derniers, en tout cas ceux qui ont le plus de liberté de ton sur les différents hommes-femmes, c'est pas d'abord les scientifiques ou les psychologues, c'est les stand-uppers, oui. Ceux qui font de l'humour, des blagues, et qui arrivent via l'humour à refaire surgir des vérités sur les différents hommes-femmes, mais idéalement de façon non amère et pas dans un ressentiment victimaire de part et d'autre. Et donc ça, moi, c'est ce qui me pousse à un léger optimisme, c'est de cette redécouverte des différents hommes-femmes de façon amusée et drôle via TikTok, notamment l'autre chose où on voit un mème qui tourne beaucoup, il y a une chambre étudiante dans laquelle il y a littéralement un matelas au sol et les femmes qui commentent Men will literally live like this and see no problem. Donc les hommes vont vivre comme ça et voir aucun problème. Là, les femmes ne comprennent pas le côté hyper, spartiate que la vie masculine peut avoir aussi. Pas d'appétence pour la décoration dans certains cas, etc. Donc de redécouvrir de façon amusée et amusante les différents hommes-femmes me paraît être une avenue prometteuse. Il y a beaucoup de blagues au 36e degré à prendre sur les réseaux sociaux qui vont dans ce sens-là. Mais ça permet de redécouvrir, je pense, une forme d'innocence qui a été un petit peu perdue sur la manière de découvrir l'autre. On prenait l'exemple du matelas pour les hommes, mais au-delà de la blague, c'est que les hommes ont envie de servir. Oui. Derrière tous les discours de la chevalerie, c'est juste un moyen de nous exploiter, etc., etc., ils n'arrivent pas à... S'ils vivent uniquement pour eux, ils se contentent d'extrêmement peu. Ce qui les fait se lever le matin, c'est la potentialité de servir Bien sûr, et d'accomplir des grandes choses. Ils ont envie de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Il y a une très belle phrase en anglais qui est The need to be needed. C'est-à-dire que comment on pourrait traduire le besoin de sentir qu'on a besoin de soi, d'être utile quelque part et de servir à quelque chose. Et d'ailleurs, dans les lettres de suicide, il y a toujours je me sens inutile, qui est donc l'envers du mal-être, qui est le bien-être, qui est de se sentir utile à la communauté, et donc de s'engager, de se sacrifier pour la communauté, d'agir pour elle, de donner. Et les gens souvent ne veulent pas donner et ne comprennent pas que c'est l'autoroute vers le malheur. Être un pilier pour un autre, dans la vie d'un autre, et être vu, être compris. C'est à peu près les deux piliers de l'amour au sens large, je pense. Et avant de passer aux questions de fin, il y a une dernière question que je voulais vraiment vous soumettre parce qu'elle m'intéresse beaucoup. Quand on avait reçu ici la journaliste et essayiste Eugénie Bastier, je lui avais posé une question qui était « Pensez-vous que nous sommes dans un contexte hédoniste ou puritain ?» Parce qu'à certains égards, j'ai l'impression qu'on a poussé les deux curseurs à fond. La génération du baby-boom, très marquée par mai 68, nous perçoit comme étant puritains. Et c'est vrai qu'à certains égards, par rapport à eux, on l'est. Mais en même temps, eux n'avaient pas la pornographie de masse et la démocratisation de OnlyFans, donc une sorte de plateforme de prostitution individuelle numérique. Et donc, j'arrive pas très bien à expliquer l'omniprésence des deux dans notre génération. Alors, je vais l'expliquer avec les profils dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça s'explique très facilement si on distingue qui fait quoi. Si vous avez une surreprésentation de profils plutôt rapides parmi des influenceurs, parmi des gens qui occupent l'espace des réseaux sociaux, vous allez avoir l'impression qu'il y a une hypersexualisation. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En situation de stress et de compétition, ils doublent la mise et ils vont toujours plus loin
parfois dans l'abject quand on voit certains scandales liés à ce genre de sphère-là. Tandis qu'au contraire, si vous avez un profil lent, ce sera plutôt la voie puritaine qui va un peu triompher parce que vous allez vous retirer de la compétition. C'est votre fonctionnement, vous vous protégez d'abord. Parce que ça va être la majorité silencieuse qui va regarder les réseaux et se dire mais est-ce que je suis normal? Est-ce que ces trucs qui se font, c'est ce que je dois faire pour obtenir une relation ou pas? Donc vous avez les deux qui sont poussés à fond, mais ce n'est pas les mêmes groupes qui s'en occupent. Et chose que je voulais rajouter par rapport à mai 68, c'est que pour moi, il n'y a pas de rupture nette. On est vraiment dans une continuité à ce niveau-là, et on voit bien que ces stratégies-là traversent les époques et les modes. Mais alors, justement, vous prédisez dans votre ouvrage, vous avez une conclusion qui est plutôt sur le ton du futur et des choses à venir, plus prospectiviste, que j'ai trouvé particulièrement stimulante, et vous semblez entrevoir la probabilité d'une sorte de puritanisme n'est sans doute pas le bon mot, mais en tout cas un retour à la pudeur et à la modestie féminine qui aurait lieu de par les mécanismes de compétition intrasexuelle. Pourquoi et comment? Parce qu'on parlait tout à l'heure des deux représentations de la femme chez l'homme. C'est chez l'homme qui n'a pas intégré son rapport au féminin. Il va distinguer voilà, la femme avec laquelle je m'engage, la femme avec laquelle je m'amuse. La femme d'un soir et la femme d'une vie. Exactement. Et quand il y a énormément d'hommes qui fonctionnent sur ce mode-là, les femmes, de toute façon, qui veulent obtenir des relations avec des hommes, sont obligées de se plier un petit peu aux attentes. Donc il y a une compétition qui va avoir lieu, un peu comme un balancier, sur ces deux modèles-là. Donc à l'époque de mai 68 et de la Libération, la société était relativement corsetée par rapport à aujourd'hui, mais les hommes les premiers n'en voulaient plus. Donc dès qu'une femme osait sortir, transgresser un peu de la norme pour jouer sur l'autre versant de l'attirance masculine, elle obtient de l'attention tout de suite. Elle a un avantage compétitif. Donc les autres femmes, petit à petit, peuvent de moins en moins exiger un engagement et un mariage parce que les hommes obtiennent ce qu'ils veulent avec une femme qui ne demande pas d'engagement. Donc petit à petit, la norme s'aligne sur cette nouvelle mode. Mais une fois que la stratégie est épuisée et que voilà, vous n'avez plus l'avantage d'être le premier sur le coup, ça devient insipide. Notre génération est saturée d'hypersexualisation à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que font les hommes? Les hommes, ils jouent toujours sur les deux tableaux. Donc comme ils peuvent déjà très facilement obtenir tout ce qui concerne la vie libre, les plaisirs rapides, ils vont maintenant mettre un premium sur tous les signaux d'engagement. Maintenant, ce qui va devenir un symbole de statut et ce qui va permettre d'attirer leur attention, et on le voit facilement en ligne, c'est de leur signaler, regardez, je suis une femme pas comme les autres, et moi je suis sérieuse, et moi je suis digne d'avoir une bague au doigt. Donc les jupes vont se rallonger. Oui, je pense que ça n'explique pas tout, mais c'est un facteur du renouveau d'un certain conservatisme ou d'un renouveau de la religion dans la génération Z, qui est pour moi modeste, mais on ramène des normes d'une manière ou d'une autre. Modeste mais en cours. Modeste mais en cours. Ouais. Intéressant. Bon, on suivra ça de près. On vous réinvitera dans quelques années pour vérifier l'évolution de la chose. Mais Maxence Carsana, est-ce qu'il y a un ouvrage du haut de votre naissance en 97, du haut de vos 28 ans, si je ne dis pas de bêtises, oui, que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Alors, c'est un recueil de lettres de soldats de la Première Guerre mondiale. Qui du coup n'est pas un texte. Je crois que vous le mentionnez en passant dans votre ouvrage. Oui, je le mentionne très, très rapidement. Donc c'est Paroles de poilu, ouais. Lettres et carnets du front 14-18. Magnifique. Il y a un ouvrage auquel je reviens au moins une fois par an, où ça se picore, on peut lire des petites lettres par-ci par-là. Il n'y a pas de structure, mais ça permet un petit peu de comprendre l'attitude qu'on a un petit peu perdue. Alors, je ne refais pas du passéisme, je ne suis pas en train d'idéaliser ce qui se faisait avant, mais de montrer à quel point il y a une intensité émotionnelle qui s'installe quand on est dépendant les uns des autres. Et dans les situations de crise, dans les situations graves, dans les situations qui révèlent vraiment le caractère des individus, et pas simplement les restos, les séries Netflix et les choses agréables de la vie, on voit qu'est-ce que ça fait que de vraiment avoir besoin de quelqu'un d'autre et de se soutenir dans les moments difficiles. Et donc on voit surtout aussi le rapport qu'ont les hommes à leurs émotions dans ces lettres-là. À une époque qui est supposée être extrêmement patriarcale, et je ne vais pas contester, mais les hommes avaient un rapport aux émotions dans ces lettres-là
qui est plus sophistiqué que ce qu'on trouve aujourd'hui, alors que soi-disant, on est supposé avoir avancé sur la question. Oui. Donc j'aimerais décorréler un petit peu la question de l'avancée des normes de genre de questions politiques. C'est que il faut accepter la souffrance et la dépendance pour pouvoir explorer tout ce qu'il y a dans un lien humain. Oui, oui, en effet, là pour le coup, pour la sortie du confort dans les tranchées, on y est. Oui. C'est intéressant. Et pourquoi est-il important de lire en tant que tel, particulièrement pour notre génération? Je dirais pour se sentir moins seul. De la même manière qu'Internet a été une porte ouverte sur le monde et sur la culture quand vous vivez à la campagne et qu'il n'y a absolument rien à faire, la littérature et la philosophie, ça vous permet de vous sentir moins seul face aux grandes questions de l'existence. Peu importe à quel point vous vous sentez déprimé, peu importe à quel point il y a une question qui vous taraude, il y a un grand esprit qui, quelque part, l'a traité, probablement sur 700 ou 800 pages, qu'il va falloir se farcir, mais vous êtes dans un dialogue de personne à personne avec quelqu'un qui a vraiment éprouvé les mêmes inconforts, les mêmes troubles que vous. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rassurant de se dire que les grands conflits humains sont plus ou moins universels et reviennent, prennent des formes différentes selon les époques, mais on est plus ou moins tous dans le même bateau. Donc, notamment les fameux retours de balancier dont vous parliez. Voilà. Il y a quelque chose de rassurant dans le fait de se dire, ok, mon problème ne me rend pas si unique que ça, je peux m'en sortir, ou du moins quelqu'un peut m'accompagner là-dedans. Maxence Carsana, merci infiniment, c'était passionnant. Merci de m'avoir je pense que les deux conclusions que ceux qui nous écoutent doivent avoir en tête en repartant, c'est premièrement, épousez-la, pour caricaturer. Bon, pas évidemment si elle n'est pas du tout faite pour vous, et vice-versa pour les femmes aussi qui nous écoutent. Et si tous les signaux sont verts, voilà. N'attendez pas trop. Ne stagnez pas, pour dire autrement. Profitez pas du espèce de calme plat inintéressant. La vie passe par l'engagement. La vie engagée est une vie intensément vécue, ce qui n'est pas le cas de la vie désengagée. À titre personnel, moi je suis marié depuis quelques années avec 2 filles et c'est une vie captivante et passionnante dans laquelle on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et qu'avez-vous de mieux à faire? C'est vrai que je formulerai. Qu'avez-vous de mieux à faire? Vraiment. Dans un contexte d'abondance de choix, en réalité, qu'avez-vous de mieux à faire? La restriction de choix pour une bonne cause est la meilleure chose à faire. Demandez-vous si dans 10-15 ans, les choses qui vous semblent importantes aujourd'hui le seront toujours. Ça permet de peser un petit peu. C'est vrai. On repart sur le long terme et dès qu'on réfléchit à long terme, les perspectives se modifient radicalement. Et le deuxième grand enseignement, c'est abonnez-vous pour entendre d'autres Maxence Carsana sur cette chaîne et diffuser les vidéos autour de vous. Maxence, c'était passionnant, merci beaucoup. À une prochaine fois avec joie. Je redonne le titre de votre ouvrage qui est franchement excellent, particulièrement pour un premier ouvrage à un si jeune âge. Homme-femme, sortir des idées toxiques, mémo pour la génération Z aux éditions Salvator. Merci infiniment et à une prochaine fois avec joie. Merci.